Bonjour Isabelle Régnier, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter en quelques mots votre intervention? Oui, bonjour. Donc, je suis professeure des universités en psychologie sociale et cognitive à Aix-Marseille Université. Je travaille depuis longtemps sur les effets des stéréotypes sociaux sur le fonctionnement cognitif. Donc, la présentation d'aujourd'hui concerne spécifiquement les effets des stéréotypes de genre sur les performances scolaires des élèves, mais également sur les évaluations et les décisions en termes de recrutement et de promotion des évaluateurs et des évaluatrices. Isabelle Régnier, merci, nous vous écoutons. Donc, s'intéresser aux effets des stéréotypes de genre, c'est finalement s'intéresser à la façon dont les croyances sociales qui peuvent être partagées à des degrés divers à propos des caractéristiques et des capacités de certains groupes sociaux, et bien, comment ces croyances peuvent influencer le fonctionnement cognitif des individus. Vous les connaissez, il y a beaucoup de stéréotypes sociaux. S'agissant du genre, quelles sont ces croyances? Eh bien, s'agissant du genre, les stéréotypes nous conduisent à considérer que les hommes vont être compétitifs, audacieux, rationnels, bons en mathématiques, mais mauvais en lecture, mauvais en gestion des relations interpersonnelles et des situations affectives. En revanche, les femmes, elles, sont réputées pour leur sensibilité, leur émotivité, leurs compétences en lettres, mais en revanche, elles sont réputées moins bonnes que les hommes en mathématiques, en logique, en orientation spatiale et en leadership. Les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui concernant l'influence des stéréotypes relèvent d'un cadre disciplinaire et théorique très particulier, à savoir celui de la psychologie sociale et cognitive. Ce cadre théorique nous conduit à envisager la façon dont les stéréotypes régulent le fonctionnement cognitif, c'est-à-dire l'influence. Il existe donc une littérature scientifique très dense et internationale sur le sujet. Ce qu'il est important de retenir également, c'est que l'ensemble des résultats que je vais vous présenter aujourd'hui sont issus de travaux dont la méthodologie de recherche principale est l'expérimentation, qui nous permet donc de comparer des individus placés dans des conditions différentes, mais bien sûr qui vont être comparables sur tout un ensemble d'autres facteurs. Ce sont essentiellement des études de laboratoire, mais il y a aussi un certain nombre d'études qui ont été réalisées en situation de classe ou sur le terrain. Et enfin, l'ensemble des résultats que je vais vous présenter aujourd'hui sont issus d'analyses statistiques, pour la plupart très sophistiquées, qui vont me permettre de parler de résultats significatifs ou pas. Plus précisément, aujourd'hui, je vous propose d'aborder les deux grandes catégories de recherche traitant de l'influence des stéréotypes sociaux. Une première catégorie de recherche s'intéresse à l'influence des stéréotypes sur les personnes qui en sont les cibles, comme par exemple les femmes en mathématiques. Eh bien, ces travaux montrent clairement comment ces stéréotypes peuvent influencer le fonctionnement cognitif en termes d'auto-évaluation, mais aussi au moment des apprentissages et au moment des performances à un examen. L'ensemble de ces travaux est connu sous le nom d'effet de menace du stéréotype. La seconde catégorie des travaux s'intéresse cette fois-ci à l'influence des stéréotypes sur les personnes qui sont porteuses de ces stéréotypes. Alors, j'ai mis porteur entre guillemets parce qu'il ne s'agit pas ici de considérer que les personnes sont d'accord avec ces stéréotypes. Il s'agit plutôt de considérer que les personnes connaissent les stéréotypes, puisque justement le propre des stéréotypes sociaux, c'est d'être connus de l'ensemble des individus dans la société, dans la culture dans laquelle ces stéréotypes sont véhiculés depuis généralement très longtemps. Et donc, cette catégorie de recherche s'intéresse à la façon dont ces stéréotypes vont influencer les perceptions et les jugements des évaluateurs et des évaluatrices au moment des recrutements et des promotions. Cet ensemble de travaux est connu sous le nom des effets des biais implicites ou encore des effets de discrimination. Un point commun à l'ensemble de ces travaux est que l'influence des stéréotypes s'explique notamment par leur activation automatique en mémoire, puisque, en effet, le point commun à tous les individus, que l'on soit
considérés comme la cible des stéréotypes ou que l'on soit cette fois-ci dans la posture de l'évaluateur ou de l'évaluatrice qui va juger quelqu'un, le point commun, c'est que nous avons tous et toutes ces stéréotypes qui sont bien ancrés dans notre mémoire, tout simplement parce que nous les avons appris depuis très longtemps, que ce soit de façon explicite ou implicite. Par conséquent, notre mémoire a créé un certain nombre d'automatismes. Et je voudrais, par une simple petite tâche, un petit test, vous faire ressentir ce que veut dire la composante automatique de notre mémoire. Donc, je vous demanderai d'être bien attentif et voici ce que vous allez devoir faire. Au centre de l'écran, un stimulus va apparaître. Vous devez dire le plus rapidement possible et sans vous tromper le nom de la couleur de l'encre dans laquelle le stimulus apparaît. Attention, il faut répondre le plus vite possible et sans vous tromper. Merci vraiment d'essayer d'être le plus rapide possible. Pour vous donner une précision importante, ce petit test, en fait, que nous allons faire de façon ludique aujourd'hui, est en fait un vrai test qui s'appelle le test de Stroop et qui est utilisé aujourd'hui dans tous les hôpitaux de France pour diagnostiquer à un stade précoce, notamment la maladie d'Alzheimer. Donc, merci de répondre le plus rapidement possible et à voix haute. Allons-y. Alors, je suis sûre, je vous interromps 2 secondes, je suis sûre que vous avez répondu, mais pas suffisamment vite. Donc, on recommence et vous allez répondre encore plus vite. On reprend. Allez-y. C'est mieux. Alors, vous avez été parfait, j'en suis sûre, mais je sais aussi stimuli qui vous ont posé problème. Par exemple, le mot rouge écrit en bleu. Vous avez été beaucoup plus lent pour répondre, juste, voire même peut-être que certains ou certaines d'entre vous, vous vous êtes trompés, vous avez dit rouge au lieu de dire bleu. Alors pourquoi c'était un petit peu plus compliqué de dire ici bleu pour rouge écrit en bleu, comparativement à, par exemple, rouge écrit en rouge? Eh bien, tout simplement parce que vous êtes ce que l'on appelle des normolecteurs. Ça veut dire que vous avez automatisé l'activité de lecture et que, par conséquent, votre mémoire, votre cerveau, en voyant le mot rouge à l'écran, déclenche une réponse automatique qui est de lire le mot. Or, comme vous avez bien compris la tâche qui était la vôtre, qui était de non pas lire le mot, mais de dire le plus rapidement possible le nom de la couleur de l'encre dans laquelle le mot était écrit, eh bien, vous avez corrigé, c'est-à-dire vous avez mis du contrôle pour inhiber cette réponse automatique qui, ici, est erronée. Donc, certes, vous y êtes arrivé, vous avez donné la bonne réponse, ici, bleu, mais vous avez mis beaucoup plus de temps pour le faire. Cet exemple très simple sur la lecture, qui est donc une activité que vous avez automatisée, eh bien, le même principe sous-jacent s'applique à l'effet des stéréotypes. Les stéréotypes sont également des informations qui sont stockées en mémoire et qui nous amènent, en fait, à associer plus facilement, presque automatiquement, les hommes et les sciences plutôt que les femmes et les sciences. Et c'est ce caractère automatique qui va nous influencer dans certaines situations si nous n'y faisons pas attention et si nous n'y mettons pas du contrôle. Car vous venez de le voir avec cette petite tâche très simple. On peut se tromper, on peut mettre un peu plus de temps, mais on arrive à contrôler, on arrive à inhiber cette réponse automatique erronée. Eh bien, le principe est le même avec les stéréotypes. Nous pouvons contrôler pour éviter d'être influencés par leurs effets. Je vous propose de commencer par la première catégorie des travaux qui porte sur les effets de menace du stéréotype, donc les effets des stéréotypes sur les performances des individus qui en sont les cibles. Nous devons ces travaux à un chercheur américain qui est Claude Steele, qui a travaillé beaucoup au départ sur les stéréotypes sociaux à l'encontre des Afro-Américains, qui, comme vous le savez, sont la cible de stéréotypes très négatifs et notamment de stéréotypes selon lesquels ils seraient moins intelligents que leurs homologues blancs. Selon Claude Steele, en fait, il y aurait une baisse de performance des individus dès lors qu'ils sont placés dans une situation où ils peuvent craindre de confirmer à leurs propres yeux ou aux yeux d'autrui un stéréotype négatif qui cible leur groupe d'appartenance dans un domaine de compétences spécifiques.
C'est ce qu'il a appelé la situation de menace du stéréotype. Donc, une situation de menace du stéréotype, c'est une situation dans laquelle un individu est évalué, c'est-à-dire un individu doit passer un examen avec un enjeu important, et que cet examen évalue des compétences qui renvoient à un stéréotype négatif à l'encontre de son groupe. Donc, par exemple, un test d'intelligence pour les Afro-Américains, ou un test de maths pour les femmes, ou un test de lecture pour les garçons. C'est une situation de menace du stéréotype. Et en fait, qu'est-ce qu'elle déclenche, cette situation de menace du stéréotype? Eh bien, prenons l'exemple des femmes face à un test de maths très difficile. Cette situation complexe et stressante va justement générer des pensées interférentes, c'est-à-dire, en plus du stress normal que n'importe quel individu peut ressentir lors d'une situation d'évaluation, lors d'un examen. Tout le monde peut avoir peur d'échouer, surtout dès qu'on découvre le test et qu'il est difficile. Eh bien, Claude Steele nous dit qu'en plus de ce stress normal, les femmes vont ressentir un stress supplémentaire qui en fait est généré par l'activation automatique du stéréotype en mémoire du fait de la situation d'évaluation en maths. Et donc, ce stress supplémentaire est lié à la peur de confirmer le stéréotype dont on est la cible. Donc, il va y avoir une sorte d'exacerbation de la pression évaluative de la situation d'examen, des pensées négatives, des émotions négatives qui vont venir surcharger un module très important de notre mémoire qui s'appelle la mémoire de travail et qui est cette partie de notre mémoire que nous mobilisons, que nous sollicitons pour résoudre des tâches complexes. Or, dans ce cas précis, la mémoire de travail va devoir faire justement un travail supplémentaire, autre que celui qui concerne la résolution du test, à savoir mettre de côté les pensées interférentes et le stress supplémentaire qui sont faites juger comme des informations non pertinentes et distractrices. De fait, si la tâche est très complexe, eh bien, la mémoire de travail n'étant pas allouée entièrement à la résolution du test, la conséquence est une contre-performance, c'est-à-dire une performance en réalité en dessous du niveau de compétence de l'individu. La toute première démonstration empirique de cet effet de menace du stéréotype n'était pas sur les femmes et les maths. Il me semblait important néanmoins que je vous montre ces premiers résultats parce qu'ils ont été fondamentaux dans ensuite l'engouement extrêmement important autour de ces travaux dans le monde entier. Donc, c'est Steele Aronson qui, en 1995, ont testé cette hypothèse de menace du stéréotype chez les Afro-Américains. L'étude a été réalisée auprès de plus de 260 étudiants et étudiantes de l'Université de Stanford. La première publication est un enchaînement de 4 expérimentations et je vais vous présenter là les résultats de l'une d'elles. Ils ont sélectionné des étudiants et des étudiantes qui avaient réussi le test d'entrée dans l'Université de Stanford de manière équivalente. Ils ont sélectionné des Afro-Américains et des étudiants blancs. Ils ont fait passer à l'ensemble de ces étudiants un test très difficile d'intelligence verbale. Ils ont vraiment sélectionné les items les plus difficiles, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que le test est bien exactement le même pour tout le monde. La petite différence, c'est que la façon dont le test a été présenté différait pour la moitié des participants. En effet, pour la moitié des participants afro-américains et blancs, le test était présenté pour ce qu'il est, c'est-à-dire un test d'intelligence. Il était expliqué aux étudiants, vous allez passer un test d'intelligence verbale qui va nous permettre d'évaluer vos compétences intellectuelles. En revanche, à l'autre moitié des participants, le même test était présenté comme un test de résolution de problèmes. Le mot intelligence n'était jamais présenté. Autrement dit, Claude Steele faisait l'hypothèse que la présentation du test comme étant un test d'intelligence était de nature à activer automatiquement le stéréotype en mémoire d'infériorité intellectuelle des Afro-Américains et que donc cette activation automatique allait créer une situation de menace du stéréotype pour les Afro-Américains dans cette condition-là et que cette menace n'existerait pas dans les situations où le même test pourtant était présenté comme un test de résolution de problème. Voici les résultats qui ont été obtenus. Sans grande surprise, et si on s'arrêtait là, l'ensemble de la communauté américaine dirait bah oui, c'est sans surprise en effet. On voit bien en effet les Afro-Américains qui produisent ici une performance inférieure et qui est significative d'un point de vue statistique par rapport à leurs homologues blancs. Beaucoup n'hésiteraient pas d'ailleurs à franchir le pas et dire moindre performance, donc moindre compétence. Grande erreur, car
si effectivement il y avait vraiment une différence de compétence, une infériorité intellectuelle chez les Afro-Américains, eh bien, ils ne pourraient pas avoir une meilleure performance simplement en changeant la façon de présenter le test. Puisque regardez les résultats obtenus dans l'autre condition, non seulement vous voyez qu'il n'y a plus de différence de performance entre les Afro-Américains et les Blancs, lorsque le test, pourtant d'intelligence, est présenté comme un test de résolution de problème, et vous voyez également la nette amélioration de la performance des Afro-Américains dans cette condition-là, comparativement à leurs homologues afro-américains qui ont passé le test dans la condition menaçante. C'est en 1999 que Claude Steele et ses collaborateurs, Steven Spencer et Diane Quinn, ont répliqué ces effets sur un autre stéréotype ciblant une autre population, à savoir le stéréotype de genre en sciences, qui nous dit que les sciences ne seraient pas pour les femmes, mais plutôt pour les hommes. Ils ont pris un test très utilisé aux États-Unis, qui est le SAT-M, qui est un test standardisé utilisé pour sélectionner les étudiants et les étudiantes à l'entrée à l'université, mais également pour les sélectionner dans les années suivantes à l'université. Donc, vous voyez ici un exemple difficile du SAT-M. Ce test était présenté à des étudiants et des étudiantes de l'université de Stanford qui avaient été sélectionnés pour leur bon niveau en mathématiques et leur appétence pour les mathématiques. À la moitié des étudiants et des étudiantes, le test était présenté pour ce qu'il est. Donc, on appelle ça la condition standard, à savoir que le test était présenté comme un test de mathématiques très difficile. À l'autre moitié des participants et des participantes, le même test était également présenté comme un test de mathématiques très difficile, mais une petite phrase était rajoutée qui consistait simplement à dire « Au fait, sur le test que vous allez passer aujourd'hui, il n'y a pas de différence de performance entre hommes et femmes. » Cette falsification momentanée du stéréotype avait pour ambition, d'après les auteurs, finalement d'enlever le stress pour les femmes lié aux mathématiques. Voici les résultats. En consigne standard, les résultats montrent en effet que les femmes sont en difficulté par rapport aux hommes, ce qui n'est plus le cas lorsque la petite phrase de falsification est rajoutée. Je vous rappelle qu'elle ne prend qu'une seconde. Donc la différence n'est plus significative entre hommes et femmes et vous voyez l'amélioration de la performance des femmes par rapport à leurs homologues dans la consigne standard. J'imagine que la baisse de performance des hommes ne vous aura pas échappé avec la consigne de falsification. Alors, dans cette étude, cette différence n'est pas statistiquement significative. Elle l'est cependant dans beaucoup d'autres études qui ont répliqué ces résultats-là. Et l'explication qui a été avancée, c'est qu'en effet, cette phrase, finalement, enlève un avantage aux hommes, puisque le stéréotype, il est certes défavorable aux femmes, mais il est favorable aux hommes. Or, cette petite phrase leur enlève cet avantage qu'ils ressentent habituellement. Donc, il y a une petite défaveur ici observée, mais néanmoins, il ne vous aura pas échappé non plus que ce petit désavantage est plus faible en taille que ne l'est le désavantage pour les femmes dans notre condition. Je vous invite à y réfléchir. Nous avons, avec mon collègue Pascal Huguet, répliqué ces travaux en France. Pour nous, il est important de regarder si cet effet de menace du stéréotype pouvait s'observer notamment sur les élèves de collège. Pourquoi les élèves de collège? Parce que, contrairement aux étudiants et aux étudiantes, où effectivement on peut trouver dans les filières scientifiques une sous-représentation déjà des femmes par rapport aux hommes, et puis une moindre performance, notamment sur des tests standardisés, ce n'est pas le cas jusqu'à la fin du collège, où vous le savez, qui réussit le mieux à l'école, y compris dans les filières, dans les matières scientifiques, ce sont les filles. Donc, est-ce à dire que jusqu'à la fin du collège, ces effets de stéréotypes ne se produisent pas sur les filles? Nous n'en étions pas convaincus. Donc, nous avons voulu faire une expérience pour tester cela. Nous avons proposé la figure suivante, qui est une figure adaptée de la figure de Rey, sans signification complexe. Et nous l'avons présentée à des élèves de 6e ou de 5e. À la moitié d'entre eux, nous leur avons fait croire qu'il s'agissait d'un test de géométrie et à l'autre moitié qu'il s'agissait d'un test de dessin. Voici les résultats qui ont été obtenus. Quand les élèves croient qu'il s'agit d'un test de géométrie, les filles sont en difficulté par rapport aux garçons. Que se passe-t-il en dessin? Une petite idée? Vous essayez de prédire? Égalité de performance? Eh bien, c'est l'inverse qui se produit.
Non seulement les filles réussissent mieux, bien sûr, que leurs homologues dans la condition de géométrie, mais vous voyez qu'elles réussissent bien mieux également que les garçons en dessin. Alors, il ne vous aura pas échappé que j'ai tronqué ici l'échelle, puisqu'en fait, les performances pouvaient varier de 0 à 44 points. Néanmoins, il n'y a eu vraiment aucun élève qui a atteint les 44 points. C'est un test qui est vraiment très, très difficile. Voilà. Donc, en tout cas, voyez à quel point il est facile d'obtenir des différences de performance entre élèves selon leur genre et en fonction de la façon dont on présente le test, selon que ce test est supposé mesurer des compétences qui sont la cible ou pas d'un stéréotype à la défaveur de l'un des deux groupes de sexe. Nous avons souhaité également tester en France une autre population, les femmes dans les grandes écoles d'ingénieurs. Après tout, certes, elles ne sont qu'entre 10 et 20% dans les grandes écoles d'ingénieurs, mais les directeurs et directrices de ces écoles vous diront souvent, mais elles sont majors de promo. Alors c'était intéressant parce que là aussi, cela pouvait laisser entendre qu'elles avaient réglé ces problématiques de freins liés aux stéréotypes, probablement en mettant en place des stratégies, d'où leur grande réussite. Néanmoins, que se passe-t-il encore une fois lorsqu'on leur propose un test très difficile et qu'elles n'ont pas l'habitude de réaliser finalement? C'est-à-dire lorsque les repères habituels, des évaluations habituelles ne sont plus là, qu'en est-il? Nous avons utilisé les matrices progressives avancées de Raven, qui est un test de raisonnement fluide. Cela signifie que pour réussir ce test, il ne suffit pas de faire appel à des connaissances antérieures ou à des stratégies de résolution bien apprises et automatisées. Non, il faut essayer d'inventer et de trouver à chaque fois une nouvelle règle de résolution qui en plus va changer d'une matrice à l'autre. Donc ici, vous avez un exemple de matrice. Ces matrices de Raven sont présentées aux élèves, filles ou garçons, soit comme étant un test de raisonnement logique, soit comme étant toujours un test de raisonnement logique, mais on rajoute la petite phrase de falsification, à savoir, sur ce test, il n'y a pas de différence de performance entre hommes et femmes. Je pense que tout le monde avait trouvé la bonne réponse, je n'en doute pas. Qu'en est-il des résultats? Que se passe-t-il en conditions standards? Alors, vous le voyez, hein, j'ai quand même là aussi tronqué l'échelle parce que vous le voyez, hein, tout le monde est en réussite quand même. Attention, hein, le minimum obtenu, on est en moyenne à au-delà des 70% de réussite. Néanmoins, nos majors de promo, femmes, sont, semble-t-il, en difficulté par rapport à leurs homologues masculins, puisqu'elles ne sont, entre guillemets, elles ne sont que à 73% de réussite, alors que les hommes, eux, dépassent les 88%. Et cette différence est significative. Cet effet s'inverse lorsque la petite phrase de falsification est prononcée. Donc, les filles réussissent mieux dans cette condition que les garçons. Et là, vous le voyez, par contre, je vous le confirme. Alors, j'ai oublié la petite flèche, mais il y a bien une différence significative de performance chez les garçons en fonction de la présence de la phrase de falsification ou pas. C'est une phrase qui perturbe en effet les garçons et qui peut les amener à moins bien réussir qu'en l'absence de cette phrase. Je ne voulais pas terminer cette section sur la menace du stéréotype sans vous présenter un des rares exemples qui a essayé de faire une incursion un petit peu dans le monde de l'entreprise. On se pose souvent la question de l'influence d'une atmosphère sexiste dans une entreprise, dans un lieu de travail, quel qu'il soit, sur les performances des femmes. Dans cette étude, les auteurs ont exposé des femmes, ici des femmes ingénieures, à des hommes. Et l'interaction entre ces deux personnes était soit sexiste, soit non sexiste. Alors attention, hein, lorsqu'on parle ici d'interaction sexiste, c'était de façon assez subtile. Et justement, je trouve que la façon de faire a été assez intelligente, si je puis m'exprimer ainsi, puisque c'était pour essayer d'être au plus près de ce que peut être une atmosphère sexiste sur un lieu de travail. Donc, c'était lié à la posture justement de l'homme qui interagissait, qui pouvait avoir donc une posture et des comportements non verbaux assez ambigus et assez gênants vis-à-vis de la personne en face de lui qui était une femme. Et juste après cette interaction, qu'elle était donc sexiste ou non sexiste, les femmes devaient passer un test difficile. Ce test difficile
il y en avait deux en fait. Il y avait un test de mathématiques qui est relié donc au stéréotype et un test verbal qui, lui, n'est pas relié au stéréotype puisque, au contraire, les femmes bénéficient plutôt d'un stéréotype positif sur ce domaine de compétences. Eh bien, qu'en est-il? Vous le voyez, suite aux interactions sexistes, les femmes réussissent moins bien et uniquement sur le test de mathématiques, c'est-à-dire le test qui est en lien avec le stéréotype et donc les interactions de type sexiste. Cet impact négatif du stéréotype n'existe pas sur les performances au test verbal. Autrement dit, une atmosphère sexiste contribue à détériorer le niveau de performance des femmes. Pour terminer sur cette partie, quelques précisions importantes. Il faut retenir que pour que ces effets de menace du stéréotype se produisent et donc détériorent la performance des femmes dans les domaines de compétences ciblés par le stéréotype, ou d'ailleurs toute autre population en lien avec un stéréotype, comme les Afro-Américains et l'intelligence verbale, ou même les garçons en lecture, ou les personnes âgées et la mémoire, il n'est pas nécessaire que ces personnes ciblées par ces stéréotypes aient intériorisé, internalisé le stéréotype et soient d'accord avec. La simple connaissance du stéréotype suffit, puisqu'en effet, connaissance veut dire information stockée en mémoire, donc possiblement activable par l'environnement et activable de façon automatique. Rappelez-vous la tâche de Stroop. Nous devons impérativement différencier performance et compétence. Cette distinction est fondamentale. Or, souvent, le glissement se fait de l'un à l'autre. Je vous rappelle que ce que nous mesurons avec des tests, ce sont des performances et nous en déduisons un niveau de compétence, mais la compétence ne s'observe jamais directement. C'est la performance à un test qui s'observe. Posons-nous la question de savoir ce que nous mesurons vraiment avec les tests. En tout cas, ces travaux également nous montrent que la performance à des tests est assez facilement influençable par le contexte d'évaluation. Il n'est pas évident de défendre systématiquement l'idée qu'un même contexte va être identique pour tous les élèves. Non, les élèves arrivent avec leur histoire, arrivent avec les stéréotypes qui peuvent être différents d'un élève à un autre. Donc, une même situation d'évaluation n'est pas identique, ne permet pas de placer tous les élèves dans les mêmes conditions d'évaluation. Et autre chose que nous disent ces travaux, c'est que une contre-performance, ou en tout cas une moins bonne performance à un test, une mauvaise performance à un test, ne signifie pas nécessairement que la personne est incompétente. Il est possible que cette personne, si justement elle a bien travaillé, etc., soit retrouvée dans une situation défavorable à l'expression de ses compétences réelles. Autre chose qu'il est important de retenir, tout individu peut être victime d'un effet de menace du stéréotype dès lors que la situation s'y prête, c'est-à-dire dès lors que la situation active automatiquement un stéréotype en mémoire, de par les compétences évaluées par le test notamment. Néanmoins, l'effet est plus fort chez les individus qui accordent une grande importance au domaine de compétences ciblées par le stéréotype. Bah oui, on comprend bien que pour une femme, si par exemple on est en lettres ou en langue, bah, réussir ou échouer en test de maths, ça ne va pas changer grand-chose. Donc le stress sera moins grand et l'effet de menace du stéréotype aura moins d'impact. Et justement, l'effet de menace du stéréotype s'observe d'autant plus que le test est difficile, puisque, souvenez-vous du schéma tout à l'heure, cet effet de menace du stéréotype conduit à des contre-performances parce qu'il mobilise la mémoire de travail qui n'est plus entièrement allouée à la tâche. Si le test est facile, on peut compenser. Finalement, les pensées interférentes, les émotions négatives, même si elles sont toujours là, on arrive à compenser puisque le test est facile. En revanche, dès que le test est difficile, c'est là où justement les différences s'expriment. Et c'est probablement d'ailleurs la raison pour laquelle, jusqu'à la fin du collège, on n'observe pas de différence de performance entre filles et garçons, en tout cas pas à la défaveur des filles, parce qu'elles peuvent compenser. C'est-à-dire que nos résultats indiquent que l'effet de menace est probablement là et qu'elles obtiennent des performances jusqu'à la fin du collège tout aussi bonnes, voire meilleures que celles des garçons, en dépit d'un obstacle culturel qu'elles doivent gérer depuis l'école primaire. Comment réduire l'effet de menace du stéréotype? Je n'ai pas eu le temps de développer aujourd'hui les différentes actions. Il y en a beaucoup, elles ont été testées empiriquement. Donc, nous avons vu quelques actions finalement à travers les expériences que je vous ai montrées. Vous voyez que la consigne de facilitation du stéréotype avant les tests, cette petite phrase qui consiste à dire sur le test que vous allez passer aujourd'hui, il n'y a pas de différence de performance entre hommes et femmes, est une phrase qui permet en effet d'alléger le stress pour les femmes en maths.
Informer également les élèves et former les enseignants sur ce phénomène est probablement quelque chose de fondamental. Certains travaux, justement, ont montré que expliquer ce phénomène de menace du stéréotype aux femmes en maths leur permet de résister à ces effets négatifs, juste aux tests de maths qui s'enchaînent après. Enfin, on parle souvent de mettre en avant des modèles féminins de réussite en sciences. Oui, tout à fait. Il y a des travaux également là-dessus qui montrent qu'en effet, cela peut avoir des effets bénéfiques. Mais attention, pas n'importe quel modèle de réussite féminin en sciences. Marie Curie, effectivement, est un modèle fabuleux, mais qui n'aura pas grand intérêt pour nos élèves de collège ou même de lycée, parce que elle n'est plus là. Elle a un certain âge. En tout cas, les travaux montrent que pour être efficace, il faut que les élèves puissent s'identifier au modèle qu'on leur propose. Je vous propose de passer à la deuxième catégorie de travaux qui porte cette fois sur l'influence des stéréotypes de genre sur les évaluateurs et les évaluatrices au moment de leur jugement sur les candidatures et donc de leurs décisions en termes de promotion et de recrutement. Un premier détail, alors je dis détail parce qu'on l'oublie souvent, les biais implicites de genre. Alors, il y a des débats sur implicite, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est automatique? Est-ce que ça ne l'est pas? Probablement qu'il y a de l'automatique derrière, mais aussi du contrôle. Mais en tout cas, ces biais, ils existent. Ce sont des biais cognitifs qui sont liés au fonctionnement de notre mémoire. Et les stéréotypes n'échappent pas au fonctionnement de notre mémoire. Les biais implicites, les biais automatiques, qu'ils soient de genre ou autres, renvoient à des automatismes puissants parce qu'ils sont acquis au fil du temps et sont présents chez la plupart des individus, femmes comme hommes. Il ne s'agit pas ici de culpabiliser qui que ce soit. Ici, il s'agit de parler du fonctionnement de la mémoire qui est le même pour tout le monde. Heureusement que notre mémoire fabrique des automatismes. Sinon, on ne pourrait pas vivre. Notre environnement est bien trop complexe. Heureusement qu'on a automatisé l'activité de lecture. Mais vous le voyez, avoir automatisé l'activité de lecture peut parfois conduire à des réponses erronées en fonction de ce qu'on demande dans la tâche. Eh bien, il en va de même également pour les stéréotypes. Et justement, ces biais implicites peuvent influencer nos évaluations au sujet des compétences d'autrui, ainsi que les décisions au moment des recrutements et des promotions à travers des processus extrêmement subtils de discrimination. Un test très utilisé aujourd'hui pour approcher, pour mesurer ces biais implicites, ces biais automatiques en lien avec le stéréotype, c'est le test des associations implicites qui a été proposé par Greenwald et ses collaborateurs aux États-Unis. Vous pouvez d'ailleurs vous tester. Alors, testez-vous, attention, ce n'est pas un test qui va conduire à un diagnostic, il ne faut pas faire dire à ce test ce qu'il ne mesure pas. En tout cas, quand vous allez le passer, si vous avez la curiosité de le faire, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines situations de réponse, puisque vous allez devoir donner vos réponses, comme tout à l'heure pour la tâche de Stroop, le plus vite possible, sauf que là, ce ne sera pas à l'oral, ce sera en utilisant 2 touches sur votre clavier, et vos réponses seront mesurées en millisecondes, donc il faudra aller très très vite, et vous verrez que vos réponses, vous le sentirez, seront ralenties dans certaines situations par rapport à d'autres. Eh bien, les situations où vos réponses seront ralenties, ce seront des configurations qui seront incompatibles avec le stéréotype. Alors que les situations compatibles avec le stéréotype stocké en mémoire, vous verrez, vous serez facilité dans vos réponses et donc vous serez plus rapide. Un premier exemple d'influence des stéréotypes sur les jugements des évaluateurs et des évaluatrices. C'est l'expérience du CV John Jennifer qui est très connue aujourd'hui. Alors, elle est très connue, mais souvent, les personnes ne savent pas à qui on doit cette étude. Nous devons cette étude à l'équipe de Moss Rakusin avec cette publication en 2012. Ces auteurs ont proposé un CV, le même pour tous les évaluateurs et toutes les évaluatrices. Un CV d'une candidature à un poste dans un laboratoire de recherche aux États-Unis. La seule chose qui différait, c'est le sexe de la personne qui candidatait. Soit il s'agissait de Jennifer, une femme, soit il s'agissait de John, un homme. Mais le CV était strictement le même. Ce CV a été proposé à des évaluateurs et évaluatrices chevronnés dans les universités américaines, qui donc avaient l'habitude de prendre en charge ce type de recrutement. Sur l'ensemble des éléments de la grille d'évaluation,
à savoir l'évaluation du niveau de compétence, l'évaluation de l'employabilité, l'évaluation du mentorat, puisque vous savez, quand on recrute aux États-Unis, en principe, la personne nouvellement recrutée doit bénéficier de mentorat, c'est-à-dire d'une aide, d'un accompagnement d'un chercheur senior pour aider à progresser dans la carrière et faire les bons choix au bon moment. Mais est-ce que cette personne va être digne de recevoir du temps quand même, parce que c'est du temps de la part du senior chercheur à consacrer. Donc, on n'accepte pas vis-à-vis de n'importe qui. Donc, est-ce que cette personne en est digne ou pas? Eh bien, sur tous ces critères, le CV de Jennifer a été évalué plus défavorablement que le CV de John, y compris sur le salaire proposé pour cette première embauche. Et je vous laisse méditer sur la différence de salaire à la première embauche, sachant que vous le savez, ces différences ne peuvent que s'accroître au fur et à mesure de la carrière. Il est intéressant de savoir que cette étude a été répliquée plus récemment, en 2020, par la même équipe de chercheurs. Excusez cette incursion avec l'anglais, mais compte tenu de la qualité de la publication et de la revue Science Advances, je ne pouvais pas traduire. Il fallait que je laisse cela, mais je vous explique tout ça en français, évidemment. Je trouve que ce qui a piloté cette étude, c'est une question extrêmement pertinente aujourd'hui. Et la question est la suivante. Ces chercheurs se sont demandé, est-ce que les discriminations qu'on vient de voir avec le CV de John Jennifer, parce que c'est de la discrimination, d'accord? Est-ce que cette discrimination existe toujours dans une profession où il y a parité? Et quelle profession ont-ils choisi? Vétérinaire. Et c'est intéressant parce que cette profession a été longtemps dominée par les hommes, mais depuis quelques années, la parité s'est installée, et de façon durable, semble-t-il. Donc, les auteurs se sont demandé, est-ce que dans cette profession, la parité est installée, est-ce que cela signifie qu'il n'y a plus de discrimination? Et cette question est pertinente parce qu'on entend souvent aujourd'hui des gens dire, que ce soit des scientifiques, des politiques ou autres, ah, mais avec les quotas, nous avons maintenant la parité dans les grands comités décisionnels. Donc, tout va bien, puisque nous avons la parité, il n'y aura plus de discrimination. Alors, il faudrait s'interroger sur pourquoi la parité dans les comités n'entraînerait plus de discrimination. Ça, c'est quelque chose que nous pourrons discuter ensemble. Mais en tout cas, ici, la question était intéressante. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait comme étude? Exactement le même protocole que précédemment. Ils ont pris un CV, alors cette fois-ci pour postuler sur un premier emploi de vétérinaire. Le CV étant strictement identique en tout point, la seule chose qui différait, c'était le sexe de la candidature. Cette fois-ci, Elisabeth versus Marc. Au niveau de l'évaluation de compétences, alors, quelque chose d'important ici, je vous explique. Ici, sur la gauche, vous avez une absence de différence dans l'évaluation de compétences qui est faite pour le CV d'Elisabeth en gris et pour le CV de Marc en noir, mais chez qui? Eh bien, chez les évaluateurs et évaluatrices qui déclarent au niveau explicite que, oula, attention, ce n'est pas parce qu'il y a parité aujourd'hui dans cette profession qu'il n'y a plus de discrimination. Il faut probablement faire attention. Eh bien, en effet, ces évaluateurs et évaluatrices font attention puisqu'ils ne font pas de différence quant à l'évaluation de compétences du CV qui leur est proposé en fonction du sexe. En revanche, les évaluateurs et évaluatrices qui sont dans ce groupe ici, ce sont des personnes qui ont répondu différemment à la question portant sur la discrimination. Et ces évaluateurs et évaluatrices ici considèrent que non, il y a la parité, donc il n'y a plus de discrimination. Allez, tout ça, c'est fini. Eh bien, ce sont ces personnes qui déclarent qu'il n'y a plus de discrimination parce qu'il y a la parité qui font de la discrimination, puisque regardez, il y a en effet une différence significative quant au niveau de compétences jugé, alors qu'en fait, le CV est identique. Donc, ces personnes qui disent qu'il n'y a plus de discrimination discriminent. Est-ce que cette discrimination, d'ailleurs, est la même pour les évaluateurs en fonction de leur sexe? La réponse est oui. Juste pour la forme, je vous montre les résultats sur le salaire. Vous voyez que l'écart est même encore plus grand que pour le CV John Jennifer précédemment. Après la présentation de ces résultats qui nous viennent d'une littérature anglo-saxonne, voici des résultats sur nos évaluateurs et nos évaluatrices en France, en tout cas certains d'entre eux, au CNRS. En effet, nous avons suivi pendant 2 ans 40 jurys chargés au CNRS d'évaluer les candidatures au poste de directeur et directrice de recherche au CNRS.
Nous avons proposé à ces évaluateurs et évaluatrices de passer le test des associations implicites, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et également, nous les avons interrogés, un peu comme Moss Rakusen et collaborateurs dans l'étude précédente, sur les possibles explications de la sous-représentation des femmes en sciences et sur l'existence ou non de discrimination dans ce domaine. Également, le CNRS nous avait donné accès au nombre d'hommes et de femmes parmi les candidatures, mais également au nombre d'hommes et de femmes parmi les personnes qui avaient été sélectionnées par les jurys. Grâce à ces informations, nous avons pu construire un indicateur de parité qui tient compte du vivier. En effet, il était important de savoir si différence lorsqu'il y a entre hommes et femmes au niveau des recrutements, est-ce que cet écart, lorsqu'il existe, reflète ou pas l'écart parmi les candidatures, ou bien est-ce que cet écart est aggravé? Car s'il est aggravé, c'est là où probablement il y a de la discrimination. Donc, cet indice est appelé adverse impact. Lorsqu'il est égal à 1, il indique la parité. Lorsqu'il est supérieur à 1, il indique des décisions en faveur des femmes. Et donc, supérieur à 1 et inférieur à 1, des décisions à la défaveur des femmes. Donc, voici ce que nous avons obtenu. Alors déjà, 2 catégories de comités sur leur opinion par rapport à l'explication de la sous-représentation des femmes. De façon assez comparable à l'étude de Moss Rakusen en 2020, il y a eu la moitié des comités, la moitié des jurys qui considéraient que la discrimination, ce n'était pas vraiment une explication de la sous-représentation des femmes aujourd'hui. En revanche, l'autre moitié des comités, vraiment c'était environ 50-50, hein, l'autre moitié des comités considéraient en revanche que la discrimination était probablement encore présente aujourd'hui, qu'il faudrait faire attention. Eh bien, justement, en fonction de cette opinion, leur décision en termes de recrutement, la deuxième année, lors de l'étude, n'était pas tout à fait la même et variait en fonction de leur force d'ancrage du stéréotype en mémoire, c'est-à-dire la force du stéréotype tel que mesuré par le test des associations implicites. Et voici les résultats. Ici, la ligne verte symbolise la parité pour les décisions de promotion. Vous voyez en bleu les résultats pour les jurys qui considèrent qu'il n'y a plus de discrimination, ou en tout cas que c'est moins une explication par rapport à d'autres facteurs potentiels. Eh bien, ces comités-là se voient influencés dans leurs décisions par le biais implicite de genre, à savoir plus ce biais est important et moins ils recrutent de femmes, en tout cas moins ils ne promeuvent de femmes directrices de recherche qu'ils ne le devraient compte tenu du vivier. Cette influence n'existe pas, et ça c'est important et c'est une bonne nouvelle aussi, cette influence n'existe pas chez les comités qui considèrent que la discrimination est probablement toujours aujourd'hui une cause et donc une explication potentielle de la sous-représentation des femmes en sciences et notamment au CNRS. Alors même qu'ils avaient, ici on le voit aussi au niveau de l'abscisse, un score tout aussi élevé au niveau du biais implicite. Eh bien, ce biais implicite, il ne se laisse pas influencer, il contrôle, un peu comme tout à l'heure la tâche de Stroop. Vous vous rappelez, on peut mettre du contrôle pour éviter la réponse automatique erronée, c'est un petit peu le principe. Eh bien, justement, c'est ce que proposent plusieurs chercheurs aujourd'hui qui travaillent sur les biais implicites de genre. Il y a des actions possibles issues des résultats de la recherche. Donc, on retrouve les travaux de Moss Rakusen, on retrouve les travaux de Patricia Devine qui a développé depuis 2012 ce qu'elle a appelé le Breaking the Habit Model. Donc, c'est casser le modèle automatique puisque les automatismes stéréotypiques, ce sont des formes de réflexes, mais qu'on peut arriver à casser ou en tout cas à contrôler en suivant un certain protocole. Donc, il y a plusieurs publications sur le sujet aujourd'hui et voici en gros les recommandations qui sont issues de ces publications, de ces travaux. Donc, les résultats de ces travaux nous disent qu'il faut commencer par faire prendre conscience aux évaluateurs et évaluatrices de l'existence des biais implicites stéréotypés. Quand on ne connaît pas ces travaux-là, quand on ne connaît pas le fonctionnement de la mémoire, c'est très compliqué d'admettre qu'on puisse être influencé alors même qu'on est, et évidemment qu'on est des évaluateurs et évaluatrices très objectifs, évidemment qu'on est rigoureux, objectif, etc. Mais
il y a quand même un certain nombre d'automatismes mnésiques, des biais cognitifs qui peuvent nous influencer à certains moments, surtout lorsqu'on est pressé par le temps, lorsqu'il y a beaucoup de travail. Et quand on évalue des dossiers, eh bien, il y a la pression temporelle, il y a beaucoup de dossiers à évaluer, il peut y avoir plein de désaccords entre les évaluateurs. Enfin, il y a plein de choses qui vont faire que la situation va être complexe, qu'on va être saturé cognitivement. Eh bien, c'est justement dans ces situations-là que les automatismes surgissent et pilotent des décisions. Donc, après cette prise de conscience de l'existence de ces biais, il est important d'expliquer comment ils fonctionnent, et donc souvent de manière automatique et un petit peu inconsciente parfois, et quelles en sont les conséquences. Et tout ça, encore une fois, ce n'est pas magique. On vient de le voir avec toutes les études précédentes. On comprend comment ces biais sont de nature à influencer. Et enfin, il est important d'essayer de proposer des stratégies pour contrôler ces biais et ainsi en réduire l'impact. Et enfin, il est aussi crucial de rendre visibles les résultats genrés des promotions et des recrutements pour que les évaluateurs et les évaluatrices se rendent compte aussi des écarts qui peuvent être parfois aggravés, parfois réduits, mais en tout cas de se rendre compte des écarts entre hommes et femmes. Je vous remercie de votre attention et je suis ouverte à vos questions. Merci beaucoup, Isabelle Régnier, pour cette présentation riche et qui nous fait vraiment prendre conscience à quel point nous sommes toutes et tous porteurs de ces biais cognitifs et des stéréotypes. Et vous nous avez donné quelques pistes d'action et je me demandais, est-ce qu'il y aurait des pistes d'action concrètes sur le terrain, par exemple pour les recrutements ou les évaluations? Oui, alors pour les recrutements, les travaux que j'ai très rapidement évoqués à la fin sont notamment les travaux de Patricia Divine et toujours de Mos Racusin. Patricia Divine a testé un protocole dans les universités américaines, un protocole en 3 étapes qui reprend les points que j'ai évoqués ici. Donc, faire passer l'IAT aux évaluateurs et aux évaluatrices pour prendre conscience de l'existence de biais implicites bien ancrés en mémoire. Et cette prise de conscience, ensuite, permet aux évaluateurs et évaluatrices d'être plus ouverts justement aux résultats des travaux scientifiques sur la façon dont ces biais sont de nature à influencer les décisions. Sinon, il y a toujours un petit peu de scepticisme finalement sur cette influence. Comment peut-on être influencé si on ne sait pas que des biais automatiques existent? Et donc, ce protocole en 3 étapes, faire passer l'IAT pour prendre conscience des biais. Deuxième étape, en workshop interactif avec les évaluateurs et évaluatrices, travailler sur le fonctionnement de ces biais en mémoire et comprendre, par exemple, en présentant les études DCV John Jennifer ou Marc Elisabeth, pour montrer comment, à CV identique, pourtant des personnes chevronnées à l'évaluation peuvent produire des jugements complètement différents à la défaveur d'un sexe plutôt que d'un autre. Cela permet d'identifier ces biais dans les discussions ensuite dans les comités de recrutement et de promotion. Mos Racusin a par exemple développé des petites vidéos de 5 minutes qui illustrent de façon très simple différents biais. Il y a un biais sur les biais linguistiques de genre dans les lettres de recommandation, par exemple, qui montre que même quand on pense bien faire et qu'on fait une lettre de recommandation, on peut défavoriser une candidate par rapport à un candidat avec des mots qui vont être différents pour les hommes et pour les femmes, ou les mots de compétence, d'autonomie, de leadership, de charisme vont être mis en avant pour les hommes et pas pour les femmes. Alors que pour les femmes, elle arrive à l'heure, quelqu'un de confiance, quelqu'un de rigoureux, qui sait travailler en groupe. Oui, mais tout ce qui est compétence, autonomie, indépendance, ce ne sera pas mis en avant. Il y a également des travaux qui sont illustrés dans des petites vidéos aussi très simples qui montrent les effets différents de la parité pour les hommes et pour les femmes. Dans un CV, la parentalité pour un homme va être perçue positivement, alors que cela va être perçu négativement pour une femme et considéré comme une entrave potentielle à son implication dans son travail. Un autre exemple, et je m'arrêterai là pour celui-ci,
des vidéos qui montrent que lors d'une audition, par exemple, eh bien, les femmes qui se montrent assertives sont défavorisées par rapport aux femmes qui ne se montrent pas assertives, puisque l'assertivité qui consiste à se montrer confiante, avec beaucoup d'aplomb finalement dans la façon de se présenter, de défendre ses idées, de défendre ses compétences, cela va défavoriser les femmes alors que cela va favoriser un homme. Voilà. Donc, expliquer tout cela et les illustrer, notamment par des petites vidéos, ces biais, permettent ensuite aux évaluateurs et évaluatrices de les repérer au moment où ils se produisent pendant les discussions de groupe, lorsqu'ils évaluent les candidatures ou lorsque même ils sont au moment des auditions. Et ces travaux aux États-Unis ont montré que ce protocole peut augmenter de 18% le recrutement ou la promotion des femmes. Merci beaucoup, Isabelle Régnier. Je vous en prie.